mission, en tout cas, c'est le dispositif. Lors d'une journée de LDC, de Ligue des Champions, une analyse sort le jour d'après. Et c'est le cas aujourd'hui pour le match déséquilibré et prévisible au niveau du résultat, même au niveau tactique, car on connaissait quel système allait utiliser Lille. Lille qui utilise le même système depuis 2020 pour presque tous les matchs, même avec Christophe Galtier maintenant sous Jocelyn Gourvenec. C'est bien évidemment le 4-4-2. Et depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea utilise ce 3-4-3 ou 3-4-2. La preuve pour le 4-4-2 qui est aussi le système fétiche de Sindage, l'actuel coach de Burton, devant son deuxième système préféré, le 4-5-1. Cette saison, ce système a été utilisé plus de 2000 minutes, comme la saison dernière, par le club anciennement entraîné par l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa. Oui, en tant que supporter des clubs français dans la compétition anciennement appelée la Coupe des clubs champions, je pourrais faire cette vidéo en pleurant, ou même avec un mouchoir. Lille face au dernier vainqueur de la Ligue des Champions paraît déjà éliminé. Que Lille se fasse battre par Chelsea à l'extérieur, c'était assez prévisible, c'était assez attendu. Le principal, c'était qu'il ne soit pas laminé et qu'il ne soit pas ridicule. Pour moi, Lille a fait tête-tête contre les Blues. Ils les ont regardés les yeux dans les yeux et ont même fait travailler le gardien sénégalais Edouard Mendy, qui a fait 2 parades. Et une très bonne sortie devant Jonathan Bamba en début de match. Mais comme l'a dit le coach né à Brest et ancien joueur de l'OM et presque cinquantenaire, ils n'ont pas à rougir comme leur maillot. Ils ont partagé la possession et ont plus frappé que l'équipe qui a battu 3 fois la saison dernière, Manchester City. L'équipe fondée en 1905 a, comme les équipes de Xavi quand elles jouent à 3 derrière, se transforme en 4-1-5 avec un milieu de terrain qui redescend sur la ligne défensive. L'équipe de Tuchel a été cruelle en convertissant 50% de ses tirs cadrés. C'est pour ça que Jocelyn Gourvenec a dit que le score était sévère. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont encaissé 2 buts qui auraient pu être évités, qui sont en plus des buts bêtes, et cette contre-attaque sur le deuxième but qui aurait pu être cassée. Lille défensivement est complètement arrêté et passif, mal positionné. Très peu de joueurs des Blues sont marqués. Pour ce but qui est marqué par Kai Havertz sur corner, très bien frappé par Hakim Ziyech. Si les Lillois sont dans la surface, ils marquent le vent. Ils ont aucun joueur de Chelsea à gérer. Personne n'était là pour arrêter le joueur en 8 buts avec la Mannschaft. C'est parti pour cette analyse d'un résultat qui peut laisser des déceptions, mais peu de reproches pour les joueurs, pour une équipe qui s'est battue face à l'une des meilleures équipes du moment, la meilleure pour Pep Guardiola. Les nordistes se sont même permis de presser et de forcer Mendy à faire un peu plus de fautes, à faire un petit peu plus d'erreurs que d'habitude. Le dernier champion de France en titre, en allant presser, transformer son système, passer du 4-4-2 en 4-3-3. On va voir ça tout de suite ensemble. Pour commencer cette analyse, on va commencer à parler de l'un des hommes du match, Kai Havertz, qui a été auteur d'un but. C'est rare pour lui de marquer de la tête, même s'il mesure 1m88. Certains joueurs plus petits de taille ont un meilleur timing que lui. Un meilleur jeu de tête, on peut par exemple citer le nom de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Valère Germain. Il a été très utile dans le jeu, il a touché plus de ballons qu'à son habitude. Habituellement, il en touche depuis le début de saison en première ligue 33,8. En phase de possession, il a apporté des solutions dans des moments difficiles dans la construction du jeu pour les équipes aux 2 victoires en Ligue des Champions et une en Coupe du Monde des clubs. Il était pressé et donc il faisait des appels en profondeur. Sur le côté, Lille avait mis un triangle défensif en place sur les 2 côtés. Côté droit, Bamba, Chelik, André. Côté gauche, Sanchez, Tcheka et Diallo. À certains moments, les ailiers étaient bien bloqués et donc pouvaient pas recevoir la balle. Mais le jeu pouvait continuer car il y avait ces appels vers la... Avec son intelligence de jeu, il a apporté des solutions à chaque situation pour remédier au problème. Il pouvait aussi attirer les 2 centraux lillois, José Fonte et Botman, pour laisser de la liberté aux finalistes de l'Euro, Mason Mount, qui rentrait dans l'axe et se transformait temporairement en meneur de jeu et jouait juste derrière l'Allemand. Pour moi, il est l'homme du match. Avant le match, on parlait du trio
Wilmas, Jonathan David et HBA Hatem Ben Arfa. Il y avait ce dilemme-là, les faire jouer tous les trois, qu'ils débutent, qu'ils soient titulaires, mais il y en a un qui devra jouer sur le côté. Face à Metz, quand l'ancien joueur de Rennes, Hatem Ben Arfa, l'ancien joueur de beaucoup d'équipes de Ligue 1 d'ailleurs, est rentré, c'est Jonathan David qui a évolué sur le côté et ça a mis assez en difficulté son équipe défensive. Finalement, on a eu cette question-là et on a eu vite fait la réponse parce que Hatem Ben Arfa et Burak Yılmaz étaient sur le banc. Sur le terrain, il n'y avait que 2 joueurs à vocation offensive pour Lille. Combat qui formait à une époque un super trio avec Nicolas Pepe avant qu'il parte pour 80 millions d'euros à Arsenal. Et l'autre joueur du trio, c'était Jonathan Ikoné qui est maintenant parti à la Fiorentina. Puis Jonathan Davis, pas dans le trio, mais qui était titulaire. Il est l'un des meilleurs buteurs de la saison dans le championnat de France. Défensivement, Burak Yılmaz, Hatem Ben Arfa, c'était pas des joueurs qu'il fallait, ils n'avaient pas le profil recherché pour ce que demandait Jocelyn Gourvenec défensivement. Répétition des efforts pour toute l'équipe, pour les 11 joueurs et pour les 10 joueurs de champ, presser haut, redescendre bas. Et si on prend n'importe quel joueur, que ça soit un attaquant ou un défenseur, il a au moins toujours 2 joueurs à marquer. Par exemple, Tcheka peut être sur N'Golo Kanté quand Onana va rejoindre Jonathan David sur la première ligne, ce qui forme un 4-4. Fini donc le 4-2-3 avec un Onana qui reste plus bas pour être sur N'Golo Kanté. Et il doit aussi être sur l'ailier qui est dans le demi-côté. C'est un joueur de l'Ajax, Hakim Ziyech. Récemment buteur avec Chelsea, ce week-end d'ailleurs, mais malheureusement il s'est blessé. Allez, on rejoue un tour, pareil pour Celik, il doit marquer Marcos Alonso et il doit aussi marquer Pulisic. Il a d'ailleurs été un petit peu en difficulté à certains moments parce qu'il avait des 2 contre 1 à gérer. Marcos Alonso qui se projetait très très haut. Sur ce côté-là, avec son duo avec Renato Sanchez, on les a pu voir switcher leur position en phase de possession, notamment pour essayer de déstabiliser les joueurs de Chelsea. La défense de Chelsea pouvait être en 5-2-3 en phase défensive ou même en 5-3-2 période. Pour déstabiliser cette défense, on pouvait même voir un Onana qui pouvait se déplacer sur ce côté droit et Lille, excusez-moi, le LOS qui se retrouvait avec 3 joueurs sur les côtés. Onana qui attirait Marcos Alonso. Manu Onana qui est un milieu box-to-box qui se projette vers l'avant. D'ailleurs, Jocelyn Gourvenec lui dit de se projeter très très haut, même de rentrer dans la surface de réparation. Et souvent, quand il est titularisé au milieu de terrain avec un autre milieu, quand il forme ce duo dans ce 4-4-2, il transforme le 4-4-2 en 4-1-5. Depuis le début de la saison, en championnat, il tire en moyenne 0,2 fois par match. Et cette fois-ci, il a même eu une hitmap plus haut que d'habitude. Sa position était plus haute dans ce match-là parce qu'il était positionné un petit peu plus haut sur le terrain. Habituellement, il est au milieu de terrain, il se replie et se retrouve dans un rôle de milieu de terrain et il est plus sur la ligne offensive. Mais face à Chelsea, il était titularisé très très haut et en phase offensive, on le voyait en pointe et en phase défensive, il redescendait pas parce qu'en phase défensive, il était soit en pointe avec Jonathan David sur la première lame ou en 10 en meneur. Donc cette fois-ci, il n'a pas que été très très haut que sur une phase. D'ailleurs, en se projetant aussi haut, ça a permis à tirer les défenseurs. À lui tout seul, il pouvait attirer 2 défenseurs et libérer de l'espace, notamment pour Jonathan Bamba qui a fait énormément d'appels en profondeur. De possession, quand il se transformait en avant-centre, il permettait à Jonathan David qui apportait des solutions en retrait, qui se cachait derrière le Belge, derrière le grand Belge, ce qui lui permettait d'être libéré de toute pression, de n'avoir aucun défenseur sur le dos, au lieu d'avoir par exemple Thiago Silva en première mi-temps. Il apportait des solutions en retrait aux joueurs de côté comme Renato Sanchez et Jonathan Bamba. D'ailleurs, ces 2 joueurs de côté pouvaient échanger leur position, pouvaient switcher comme les attaquants du Brésil dans les années 70, en 1970, dans cette Coupe du Monde au Mexique qu'ils ont remportée, en étant impressionnants et offensifs. Le système défensif de Lille se modifiait énormément. Il pouvait être en
4-1-1 avec un Onana plus haut et un Jonathan David qui se retrouve seul en première ligne. Ou même Onana qui pouvait créer un 4-4-2 en rejoignant Jonathan David. Mais si tout le monde se décidait à presser avec Celik notamment, qui pouvait sortir sur Marcos Alonso qui était le piston gauche de cette équipe, il pouvait avoir une ligne de 5 offensif et Lille pouvait se retrouver en 4-3-3 avec la sortie de Renato Sanchez ou de Bamba sur un défenseur central excentré. L'un des deux allait chercher. Oui, l'équipe qui évoluait en 3-3-4 en phase de possession la saison dernière n'était pas timide face à l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la... Pour finir sur cette analyse d'un Lille qui a été loin d'être ridicule, qui aurait mérité mieux qu'une défaite 2-0. J'avais oublié de vous dire que Lille pouvait aussi être en 4-1 en phase défensive. Finir, Lille a assez bien géré la largeur, comme l'a dit de manière Jocelyn Gourvenec. Le plan tactiquement a été plutôt bien respecté. Ils ont très bien géré la largeur et se sont pas fait mettre en difficulté. Ils ont très bien géré ce triangle sur les côtés. La transmission entre César Azpilicueta et Hakim Ziyech a été très bien gérée, notamment avec le latéral qui sortait sur César Azpilicueta et Botman qui est venu presser Hakim. Le 1-2 César Azpilicueta, Hakim Ziyech ne fonctionnait pas, c'était très bien géré, la profondeur était très bien gérée par Thiago Diallo. Puis il pouvait même sortir en nombre, on a vu sur certaines phases, il sortait à 4 sur Hakim Ziyech ou même à 3 avec André qui venait aider Tcheka qui était là pour venir couper la relation avec le demi-côté. Un joueur qui se retrouvait dans le demi-côté. Si Botman pour être à côté des deux milieux de terrain, Benjamin, André et Tcheka. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique entre Chelsea et Lille. Est-ce que pour vous ce résultat est juste ou pas? Est-ce que vous le trouvez sévère comme l'entraîneur de... Est-ce qu'il défend sa pomme et fait de la langue de bois? Pour vous, Chelsea méritait largement ce score de 2-0. Tout de même, ils ont quand même été devant au niveau des XG. Ou est-ce que pour vous, c'est sévère? Donc, salut!